Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, ça va être des mises à jour sur TypeR. Je me réjouis de voir ça avec vous. Nous avons aussi pris un logo depuis. Donc, ce logo, il est pas mal hein, parce que ça reprend le logo de R classique, mais nous utilisons maintenant la lettre T pour TypeR. Hein. Donc, on pourrait même dire que c'est comme le langage T, le T-Lang, mais ici, non. On reste sur TypeR, peut-être, on verra. Hein. Et oui, c'est justement le rouge que j'ai pris parce que voilà, ça faisait partie de mes couleurs préférées. Donc voilà, j'espère que vous pouvez aussi donner votre avis sur ce logo. L'équipe a apprécié et assez bien validé, donc j'ai envie de connaître aussi votre avis. J'ai aussi fait un repo GitHub, hein, donc c'est avec TypeR. Nous avons donc une zone pour l'installation parce qu'il faut installer Rust et Prolog en plus de R classique. Et après, vous pourrez faire un cargo install TypeR. C'est pour ça qu'il faut Rust. Pour l'usage, il faut juste utiliser la commande typer sur le fichier que vous voulez. Donc le mieux, c'est de prendre un fichier avec l'extension TY. Il n'y a pas encore de coloration syntaxique, de LSP ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est juste le typer comme ça. La raison pour laquelle on est capable de pouvoir installer TypeR depuis Cargo, c'est parce que je l'ai publié sur crate.io. Donc il est aussi disponible là, mais donc c'est un peu la même justement. Donc la page GitHub se trouve aussi ici. Une nouveauté aussi dans TypeR, c'est que nous allons avoir aussi un transpiler avec le TypeChecker. C'est juste quelque chose qui va transformer le code TypeR en R. Donc il n'est pas encore complet. Mais ce que nous allons pouvoir faire, c'est que par exemple nous avons un 0 ici. Et donc lorsque j'exécute, nous avons deux parties, un pour le type checking et un pour l'exécution. Donc il va vraiment essayer de deviner le type de l'élément et ensuite faire l'exécution. Donc comme ça on a deux en un. Bien sûr, nous avons quelques types de base, comme les entiers, les nombres à virgule flottantes, les booléens, les chaînes de caractères. Il est à noter qu'à chaque exécution, donc, nous avons un fichier app.ty, ça va générer deux fichiers, donc app.r, qui est du code R natif que vous pouvez utiliser après, évidemment un fichier adt.pl qui lui contient toutes les informations pour le typage. Donc c'est avec ces deux-là qu'on fait les exécutions, donc le type checking et l'exécution après le transpilage. Bien sûr, nous avons des types structurels comme les records, les fonctions, les tableaux. Il est à noter que j'appelle pas les tableaux des vecteurs parce que il y aurait quelques éléments différents à voir, mais on va se concentrer dessus. Quand je crée un tableau donc avec comme par exemple trois valeurs, il reconnaît que c'est un tableau de longueur 3 avec des valeurs booléennes. Il les représente ici à l'exécution et donc c'est juste un tableau de une dimension. Quand je mets des tableaux dans des tableaux, donc TypeR reconnaît cela et crée donc un type tableau de tableau, donc 2, et crée aussi un array dans R. Et on peut aller avec la profondeur qu'on veut. Ici, donc, nous avons un tableau de 3 dimensions et qui peut être représenté sous cette forme-là. Nous avons aussi le raccourci donc, pour créer une sorte de champ, donc là de 1 à 4. Donc il reconnaît directement la longueur et le type, et donc peut créer l'élément à l'exécution. En discutant avec l'équipe, on a trouvé sympa aussi de pouvoir ajouter une valeur supplémentaire pour donner le pas qui se mettra au milieu de la valeur de début et de la valeur de fin. Donc ici, ça va de 0 à 20, mais par pas de 2. Donc c'est pour ça que nous avons un tableau de longueur 10 et qui va de 0 à 20. Comme vous le voyez, cette notation à gauche est directement traduite en la notation à droite dans R. Donc il utilise la fonction séquence par défaut. La fonction séquence dans TypeR n'existe pas, mais vu que c'est simplement du typage, on a juste besoin de connaître la signature sans avoir le corps. Et comme vous le voyez ici, c'est aussi un autre changement qu'on a fait dans TypeR, c'est qu'en fait, nous avons maintenant des génériques qui sont des index, c'est-à-dire sont des génériques sur des valeurs, donc c'est des types dépendants, mais ça veut simplement dire que ça prend des numéros. Donc ça va prendre un élément A, un élément B, un élément C, donc qui sont de numéros I, J et K, et donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la taille, c'est juste qu'on sait que c'est de la fin moins le début divisé par le nombre de pas, et on connaît la longueur du tableau. Bien sûr, ce sont des éléments un peu complexes et avancés, mais vous n'avez pas besoin de les connaître. Donc souvent ça, ce sera plutôt fait par les personnes qui savent l'utiliser. Donc vous aurez juste qu'à réutiliser par-dessus. Et ces opérations sur les index sont vraiment très pratiques lorsqu'on veut manipuler des tableaux. Je peux maintenant créer des fonctions qui agissent sur les matrices, comme la fonction produit matriciel, qui va prendre une matrice de taille M, D, et une autre matrice de taille D, N, et qui va retourner une matrice de taille M, N. Je crée par exemple une matrice M1 de taille 2, 3, donc 2 lignes, 3 colonnes. Je crée une deuxième matrice M2
de 3 lignes et de 2 colonnes. Et leur produit matriciel va donner une matrice de 2-2 ou de 3-3 si on inverse. Comme vous le voyez ici, le résultat n'apparaît pas parce que je ne l'ai pas encore traité dans R classique. Vous avez aussi la possibilité de l'appeler sous cette forme-là. Donc ça, c'est un appel par méthode ou un appel par pipe. Ça s'appelle l'Uniform Function Call. On avait déjà parlé dans la précédente vidéo, mais on verra ça avec un peu plus de détails tout à l'heure. On a aussi l'opérateur overloading, donc on avait parlé à la dernière vidéo. Donc j'ai juste qu'à renommer ma fonction at. Donc je peux maintenant utiliser le symbole at pour multiplier les deux matrices. Bien sûr, je peux utiliser n'importe quel symbole du moment que je donne le nom. Vu que j'ai pris mul2, c'est-à-dire que je peux utiliser la double multiplication pour faire le produit matriciel. J'ai juste changé le nom, la signature et le corps de la fonction n'auront pas changé. Je veux aussi expliquer le type embedding dont j'avais parlé la dernière fois. Je crée un type point qui représente des coordonnées et je crée une fonction liée qui s'appelle asCoord, donc je peux utiliser ça avec point. Donc si j'utilise un point classique, j'ai le point. Je peux aussi vérifier s'il a des coordonnées. Je définis un type personnage qui a comme coordonnée un point, type que j'ai défini avant, et aussi comme nom une chaîne de caractères. Je crée aussi un personnage P1 qui a pour coordonnée l'origine 00 et pour nom Fabrice. Voilà à quoi il ressemble. Et quand j'utilise la fonction asCoord sur le personnage, vous voyez que ça marche avec un booléen. Bon, il y a quelques erreurs qui arrivent parce que ça, c'est encore des choses que je dois corriger au niveau du type checker. Mais l'héritage se fait donc, le personnage reçoit les éléments du point, tout simplement parce que j'ai mis une étoile pour dire que on importe les fonctions de point dans le personnage. Ce n'est pas réellement de l'héritage parce qu'il n'y a pas donc de sous-typage, donc personnage n'est pas un sous-type de point, mais nous avons aussi un moyen de pouvoir le faire. Je peux définir le type spatial, qui est une interface qui demande à ce que tous les types qui sont spatiaux donc, doivent avoir la fonction asCoordinate qui prend le self, le type en lui-même, et retourne un booléen. Ce qui fait qu'en théorie, un personnage et un point peuvent entrer dans la fonction isSpatial. isSpatial donc va pouvoir accepter ça parce que ce sont des spatiaux. Donc par extension et par type embedding, donc ils recevront immédiatement la fonction sous la forme de méthode. Malheureusement, j'ai pas pu mettre à jour cet élément-là, ou plutôt j'ai pu le mettre dans les type checkers, mais aujourd'hui c'est encore buggy parce que j'avais ajouté de nouvelles fonctionnalités qui semblent se marcher dessus. Nous avons aussi les conditions if then else qui nous permettent de pouvoir en fait faire une sortie. Les constructions if then else sont vraiment des expressions, ce qui veut dire qu'en fait les types qui doivent être retournés, comme par exemple set et true, doivent être du même type. Donc ici c'est pas le même type, donc il m'envoie une erreur parce que ça ne matche pas. Ça veut dire que je peux ainsi mettre le résultat d'un if then else dans une variable et la tirer plus tard. Si vous tenez absolument à pouvoir retourner des valeurs de types différents, vous pouvez utiliser en fait des tags. Ce sont des éléments que vous pouvez créer à la volée parce que ce sont des valeurs en tant que telles et qui peuvent contenir en fait un type en tant que tel. Donc vous pouvez créer ça comme ça. Donc j'ai créé one, int et un boolean. J'ai pas eu besoin de les définir avant parce que je peux les créer comme ça. De cette façon-là, en fait, ils ont un comportement assez intéressant, c'est qu'ils peuvent créer une union lorsqu'ils sont mis ensemble. Donc lorsqu'ils sont retournés même d'une branche if, ils retournent en fait une union de tout ça. Donc ça peut être soit un one qui est de type entier, ou soit un qui contient un type boolean. Je peux donc faire un type qui est une union de tags différents. Donc ça peut être des tags vides, donc comme ça, ou des tags qui peuvent contenir une valeur, comme par exemple, si je peux mettre un entier. Donc de cette façon-là, en fait, je peux faire des unions pour avoir une variété dessus. J'ai créé un feu de signalisation avec les feux rouge, vert et orange. Donc je peux décider que un feu rouge donc, est de type feu maintenant. Donc le type checking, je pense que ça doit être dans l'inférence de sous-typage. J'ai quelques soucis, mais je pense que je pourrais régler ça bientôt. Pour montrer l'indépendance, ici, j'ai pas forcé un typage. Donc cette fois-ci, il a naturellement pris le type rouge empty. C'est-à-dire que chaque tag a son propre type personnalisé. Ce qui me force à faire de la gestion d'erreurs sécurisée. Donc comme par exemple, ici, je sais que ça va retourner un feu, donc que ce soit rouge, vert ou orange. Donc je ne peux pas directement traiter dessus, sauf si je fais une fonction directement sur ça. Donc il va falloir que je traite ça par moi-même en faisant comme par exemple un match. Donc c'est pas encore tout à fait opérationnel,
Et donc, de cette façon-là, il va vérifier que nous traitons vraiment chaque cas, que nous retournons une valeur à ce niveau-là. Bien sûr, la valeur doit être du même type pour que ça puisse marcher. Ce type de gestion d'erreur, comme je l'avais dit, va permettre vraiment de pouvoir simplifier les choses parce que on peut appeler dans une même fonction peut-être deux autres fonctions qui peuvent se casser les dents et qui renvoient peut-être deux messages d'erreur différents. Et si ces messages d'erreur sont des tags, en fait, TypeR va pouvoir les réunir ensemble et retourner automatiquement le bon résultat justement. Et donc ce sera à nous de type checker quand il faut. Je veux dire, ce sera à nous de pattern matcher comme il faut. On revient sur l'inform function call. Comme je l'ai dit, on peut créer une fonction, donc comme par exemple increment qui prend un entier et retourne un entier. Donc on peut l'appeler de cette façon-là. Donc ça c'est la façon méthode que j'aime beaucoup. On aura toujours le même résultat. Il y a aussi la version utilisant les pipes. Mais j'ai aussi inventé une appellation pour les listes. Donc comme vous le voyez, c'est 2 points. Donc lorsque je fais 2 points pour une fonction qui s'applique sur un seul élément, en fait en faisant les 2 points, il s'applique sur toute une liste. Il y a une fonctionnalité similaire aussi avec les pipes, sauf que ce sera donc une double flèche. Pour une approche un peu plus orientée objet, vous pouvez aussi utiliser le point d'exclamation à la fin. Cela va simplement faire une modification in place ou sur place. En réalité, ça va juste assigner la valeur dans la variable ici. Vous êtes rendu compte que j'ai utilisé le mot-clé mute à la place de let parce que toutes les variables définies avec let sont immutables. Mais avec le mot-clé mute, ils deviennent mutables. Donc c'est le principe du fonctionnel. En faisant du mutable, vous pouvez alors utiliser une sorte de construction qui ressemble un peu plus à de l'impératif et donc changement de variable possible. L'avantage avec cette notation, c'est que vous pouvez toujours faire vos pipelines, ensuite faire une transformation in place au dernier moment. Ça combine un petit peu le meilleur des deux mondes. Vous avez aussi la possibilité de définir des modules. Il faudra juste que tout ce que vous voulez exporter et les définir en tant que public avant de faire la déclaration. Ainsi, vous pourrez y accéder à l'extérieur et donc ça reste toujours la même chose. En utilisant le mot-clé use, vous allez pouvoir en fait importer la variable directement dans l'espace en question. Vous n'aurez plus qu'à utiliser A pour représenter la valeur. Vous n'aurez plus qu'à utiliser A pour récupérer la valeur. Jusqu'ici, tous les types que nous avons construits n'étaient seulement que des alias vers des vrais types existants. C'est-à-dire que je peux définir une fonction f qui prend un type fab, qui retourne une chaîne de caractères, mais à n'importe quel moment, je peux passer un type num, qui est justement le type visé par fab, et j'obtiendrai quand même le résultat voulu. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème lorsqu'on travaille en interne, mais peut-être si on veut exposer des éléments en tant que package, ça pourrait être intéressant de pouvoir protéger certains types. Il y a deux méthodes. Vous pouvez soit cacher votre type dans un tag, ce qui va permettre en fait de ne pas pouvoir passer n'importe quoi dedans, donc c'est quelque chose qui va échouer. Donc, comme vous voyez ici, le type checking, pour l'instant, il n'est pas très content. Mais le défaut de cette technique, c'est qu'il y aurait quand même un moyen de pouvoir connaître le type qu'il y a derrière, parce que normalement avec du LSP, en faisant un over, on devrait tomber sur le type visé. La solution numéro 2 est de pouvoir utiliser un module, donc en faisant un type opaque. Donc à la place de type, vous mettez opaque, ce qui va créer un type opaque, ce qui va faire que le type visé ne sera plus visible en dehors du module. Donc tous les éléments qui sont dans le module pourront utiliser le type visé, comme d'habitude, mais les autres qui seront en dehors ne pourront simplement voir qu'un type opaque. Donc c'est un peu comme l'encapsulation dans une classe. De cette façon-là, en fait, vous verrez que c'est comme créer une classe. Donc vous ouvrez un module, vous mettez un type de base, vous mettez les fonctions sur ce module, on l'accéder comme un type classique, mais à l'extérieur, on ne pourra seulement que utiliser les modules ou les fonctions, je veux dire, mises en public pour eux. Bizarrement, cette fonctionnalité ne marche pas alors qu'il marchait l'autre fois, mais je pense que c'est en ajoutant vraiment pas mal de fonctionnalités que commencent à se marcher les uns sur les autres. Donc c'est aussi quelque chose à équilibrer. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo avec les inputs pour TypeR. Donc comme vous en rendez compte, ça a assez progressé, mais ça reste encore assez buggy. Donc maintenant, c'est accessible. Vous pourrez toujours essayer, jouer un peu avec. Donc pour l'instant, c'est vraiment un vrai prototype, donc qui n'a pas encore de capacité aussi bonne que je voudrais, donc par rapport à tout ce que je veux qu'il puisse faire, mais c'est déjà un très bon début. Et bien sûr, nous avons toujours notre Discord, là où vous pouvez vraiment aussi nous rejoindre, échanger, partager.
Donc c'est aussi là où je mets aussi quelques inputs par rapport aux nouveautés ou aux trouvailles que j'ai faites ou par rapport à l'avancée que je fais. Donc c'est aussi là où vous pouvez aussi trouver toutes les informations que vous voulez. Ah, comme par exemple, l'un des trucs dont je n'ai pas parlé ici, c'est le fait que oui, on puisse maintenant utiliser un autre fichier en tant que module. Mais bon, ça, je pense que vous le découvrirez. Je vais aussi essayer de représenter le singleton pattern aussi, qui est aussi sympa. Les prochains objectifs sont de stabiliser le type checker afin de le rendre plus efficace, de pouvoir aussi continuer la transformation du code type R en du code R, et bien évidemment de pouvoir aussi ajouter de la documentation en parallèle. Comme ça, vous saurez aussi comment utiliser le tout. Et donc, je pense que le projet va continuer à avancer, à grandir progressivement pour donner quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas non plus à nous dire si ce projet vous intéresse, si vous voulez le soutenir, etc. Donc, on est vraiment ouvert et c'est vrai, je ne sais pas exactement comment les gens pourraient contribuer si ce n'est par encouragement. Ça peut être une contribution aussi si vous connaissez un peu de Rust ou si vous avez peut-être des idées de design, etc. Si vous voulez aussi faire un petit peu du reporting, voir en fait ce qu'on peut faire, etc. Donc il y a encore des jalons à mettre au niveau du roadmap de Type R, mais je pense que nous avons pu déjà créer une mini base qui peut être vraiment intéressante de pouvoir travailler avec. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à partager. Bien sûr, une chose qui est aussi importante dans ces périodes un peu froides, c'est de vous tenir bien. On est en décembre là. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.